que puisse me réserver la vie. Jamais je n'oublierai ces mots. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. J'ai reçu là un don, une malédiction. Qui je suis? Je suis Philomane. Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo où, contrairement à ce que le titre laisse entendre, on va pas tellement s'interroger sur le moyen d'écraser un adversaire dans un débat, mais soulever des questions qui me semblent pertinentes sur les limites de la parole d'un point de vue rhétorique dans la recherche du vrai. En effet, le véritable titre de la vidéo, et la question qui va nous préoccuper ici, c'est davantage défendre son point de vue, est-ce se soucier du vrai, plutôt que comment avoir raison à coup sûr. Même si on va en parler, j'ai appelé ma vidéo comme ça juste pour voir si ça me rapporte un peu plus de vues que de coutume. C'est une démarche expérimentale. L'ouvrage qui va nous intéresser aujourd'hui est un livre sur lequel nous ne nous sommes pas encore penchés, alors qu'il s'agit d'un des textes les plus populaires de Schopenhauer, philosophe souvent mis à l'honneur sur cette chaîne pourtant. Il s'agit de l'art d'avoir toujours raison. En effet, l'art d'avoir toujours raison est généralement considéré à juste titre comme un classique de l'éloquence, et il est encore régulièrement cité ou utilisé dans des débats, qu'il s'agisse de débats artificiels entre étudiants appartenant à des branches comme le droit ou les sciences politiques, dans le cadre de concours d'éloquence, ou par des politiciens qui sont amenés à s'affronter en confrontant des points de vue diamétralement opposés. Si je n'en ai pas parlé jusqu'à présent sur cette chaîne, c'est parce que je me suis avant tout attaqué aux notions du programme de terminale et que ce texte n'est pas un texte majeur sur un plan philosophique, du moins si on le compare au monde comme volonté comme représentation, qui fait partie des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire de la philosophie, comme chacun le sait. Pourtant, l'art d'avoir toujours raison est souvent l'accès principal que le peuple, y compris ceux ne s'intéressant pas forcément à la philosophie ou à Schopenhauer, a avec la pensée de Schopenhauer. Lorsque je vais à la Fnac, je suis toujours amusé de voir que l'art d'avoir toujours raison est dans le top 2 ou 3 des ventes, tandis que le monde comme volonté comme représentation n'y figure jamais, ce qui ne paraît pas très surprenant, hein, même en laissant de côté la taille, la différence de taille monstrueuse des livres respectifs, et illustre assez bien le fait que la majorité des gens préfèrent savoir comment avoir raison plutôt que chercher la vérité elle-même. Mais passons. Si je fais cette vidéo, c'est aussi parce que ce petit livre me semble très sous-estimé ou mal compris dans sa portée philosophique. Car oui, il y en a bien une comme on va le voir. J'ai par ailleurs vu il y a quelque temps une vidéo courte et superficielle d'un rhétoricien qui démolissait ce livre sans faire preuve d'une réflexion approfondie. J'ai rien contre son travail, hein, bien au contraire, mais sur ce coup-là il n'a pas été très bon, et je vais prendre la peine de rectifier le traitement injuste dont ce livre est souvent victime. Tout d'abord, ce qu'il faut préciser à propos de l'art d'avoir toujours raison, de Schopenhauer, c'est que Schopenhauer ne l'a pas publié techniquement. Il a été rédigé aux alentours de 1830-1831, mais il n'est sorti qu'en 1864 à titre posthume, sans que Schopenhauer ne l'ait voulu à des fins commerciales. Schopenhauer étant mort le 21 septembre 1860, je le rappelle. Donc, le fait que cet ouvrage ne soit pas un chef-d'œuvre, ni son œuvre la plus aboutie sur un plan philosophique, elle est par ailleurs prise avec un certain second degré et un amusement parfois, est compréhensible à partir du fait que Schopenhauer, dès la préface, précise qu'il s'agit d'un premier essai se situant dans la catégorie rhétorique et rédigé à partir d'observations personnelles sans qu'il ne sache si une publication vaut le coup ou non. Hein. Donc, pourtant, l'art d'avoir toujours raison est un livre intéressant et dont le niveau de réflexion philosophique, comme toujours avec Schopenhauer, est bien présent, en particulier dès la préface ou la présentation de l'ouvrage, qui est malheureusement trop souvent passée sous silence,
ou qui n'est pas bien lu par les lecteurs, ce qui donne lieu à des malentendus et à des contresens sur la manière dont il faut percevoir ce petit traité. Ainsi que je l'ai énoncé précédemment, la question épineuse et riche en conséquences que Schopenhauer essaye de résoudre dans ce livre, ce n'est pas tant comment avoir raison à coup sûr, mais bien défendre son point de vue, est-ce se soucier du vrai? En effet, a priori, on pourrait se dire que celui qui défend son point de vue y tient absolument, ne se soucie pas du vrai, car on a intériorisé en nous le modèle socratique du philosophe humble et sceptique, toujours prêt à douter de lui et de ce qu'il pense vraisemblable a priori pour atteindre une certaine vérité. De fait, si le but est d'avoir raison, il apparaît évident que l'on ne se soucie plus de passer pour quelqu'un de savant et de cultivé qui détient le savoir face à un adversaire ignorant. C'est ça qui importe plutôt que d'être dans le vrai. Le vrai, entendu en un sens idéal et universel, par opposition, vous le savez, hein, évidemment, à l'opinion qui, elle, est générale, douteuse et partiale. Et pourtant, si on s'intéresse à la préface de l'ouvrage, on constate que ça ne va pas forcément de soi. Je vais procéder en deux temps dans cette vidéo. D'abord, je vais vous montrer l'intérêt de cet ouvrage de Schopenhauer concernant les notions de parole et de vérité. On verra que Schopenhauer, au même titre qu'Aristote en son temps, a bel et bien fait avancer la façon de concevoir les rapports entre parole et vérité et a su innover philosophiquement. Ensuite, je me pencherai sur les stratagèmes pour avoir raison à proprement parler. Je vais les énumérer, en tout cas je vais pas tous les donner, mais je vous donnerai des exemples, tout en vous disant quels sont à mon avis les plus pertinents dans un débat, et on suivra l'ordre du livre. Dans la présentation de son ouvrage « L'art d'avoir toujours raison », Schopenhauer considère la rhétorique sophistique comme distincte d'une simple joute intellectuelle. Il opère cette distinction, et il faut se pencher très sérieusement dessus, car elle est tout sauf anodine. En effet, depuis Platon, on a tendance à se représenter la sophistique de façon péjorative. Le sophiste, je le rappelle, c'est celui qui, dans l'Antiquité, allait de ville en ville et se faisait payer pour donner des cours de rhétorique. Lorsque Platon se penche sur la question de la rhétorique dans son ouvrage Gorgias, ouvrage sur lequel j'aurai l'occasion de me repencher prochainement, il montre surtout à quel point la rhétorique est dangereuse et peut être employée potentiellement en vue de tromper les gens et de leur faire prendre de mauvaises décisions, raison pour laquelle il faudrait mieux s'en passer si le but est la recherche de la vérité. Le sophiste ne faisant que jouer sur des images et sur les opinions de chacun pour arriver à persuader. De fait, la rhétorique sophistique dont parle Schopenhauer ici est dans le prolongement de la persuasion des sophistes. Elle consiste, comme le disait le relativiste Protagoras dans le Théétète de Platon, à renoncer à l'idée même de vérité, puisque toute vérité est relative, il n'y en a pas. Il s'agit donc d'un exercice de la parole cynique et complètement détaché du souci du vrai. Il ne s'agit effectivement pas de défendre un point de vue que l'on sait être vrai, puisque l'on part du principe qu'il n'y a pas de vérité qui vaille dans l'absolu, et que la simple volonté de défendre un point de vue et de se montrer à soi-même que l'on peut avoir raison dans un débat est suffisant. Le sophiste défendra donc une idée qu'il sait être fausse ou incertaine. Or, le but de ce que Schopenhauer nomme la dialectique héristique, c'est d'ailleurs ainsi qu'est parfois traduit l'art d'avoir toujours raison, mais c'est moins vendeur forcément, ce n'est pas, selon lui, de défendre tout et n'importe quoi, pour peu que ça ait l'air de tenir la route. Le but de la dialectique héristique, c'est celui d'une joute intellectuelle que Schopenhauer distingue bien de la rhétorique sophistique, qui consiste à défendre un point de vue auquel on adhère et que l'on estime être vrai. Il y a donc l'honnêteté de l'interlocuteur qui entre en jeu. Pour rappel, l'héristique est une façon de manier la rhétorique comme un sport de combat. Vous en avez un exemple en prenant le dialogue peu connu de Platon qui se nomme l'Eutydème, où Eutydème et Dionysodore, deux champions d'héristique,
semblent prendre un grand plaisir à désarçonner leurs interlocuteurs par des arguments fallacieux avec un ton parfois vindicatif, avant d'être tournés en ridicule par Socrate. Le but de la dialectique éristique va donc être de trouver les arguments appropriés à l'adversaire en face pour lui porter le coup qui le fera vaciller. La fin du combat étant généralement annoncée dans un débat par la forte exclamation du public qui est identifié comme l'arbitre venant sonner la fin du match. On se le représentera de manière caricaturale, vous savez, par un po po po. Bon, voilà, ce genre d'exclamation qui semble annoncer un vainqueur. Hein. Il y a eu la punchline qu'il fallait et hop, fin du jeu. La joute intellectuelle consiste donc à recourir à des stratagèmes rhétoriques permettant de défendre son propre point de vue que l'on estime être vrai. On peut donc défendre son point de vue et se soucier du vrai, car on ne possède pas le cynisme d'un sophiste et que l'on croit encore à la vérité de ce que l'on a à dire. Mais c'est à nuancer justement, cela peut paraître surprenant, et c'est une critique rapide qui a été faite contre Schopenhauer face à ceux qui l'ont mal lu, qu'un philosophe non seulement valorise l'opinion face à une vérité dite objective et universelle, contenue tout entière dans le monde comme volonté comme représentation par ailleurs, et nous donne les moyens de faire valoir notre petite opinion subjective, sans même nous assurer que ce que l'on estime être vrai le soit réellement. En effet, peut-être que celui qui pratique la joute intellectuelle vaut mieux que le sophiste, qui ne croirait même pas en ce qu'il dit, et qui ne s'intéresse qu'à la forme du discours, mais il n'empêche que son honnêteté est surtout une honnêteté vis-à-vis de lui-même plus que vis-à-vis des autres. Il se ment pas à lui-même, mais enfin il est prêt à utiliser des subterfuges et qui n'ont rien de très noble, voyez. Donc en effet, défendre son point de vue, et pas un point de vue auquel on n'adhère pas à des fins démagogiques ou politiques par exemple. La démagogie, je le rappelle, c'est quand vous faites croire à votre auditoire que vous partagez son point de vue pour pouvoir ensuite le manipuler. Donc ce n'est pas se soucier de la vérité par définition, puisque la vérité fondée et établie, en science par exemple, n'a pas besoin d'être défendue. Il n'y a généralement pas lieu de débattre autour de ce qui fait l'objet d'un fort consensus. Au pire, ce qui fait l'objet d'un fort consensus à un moment donné sera démontré comme étant rétrospectivement faux par des découvertes scientifiques ultérieures, mais ce n'est pas par le débat, mais par la recherche scientifique, le doute, la rigueur et l'expérimentation que l'on y parvient. Dans un débat, on cherche à faire valoir sa vérité personnelle sans se soucier du vrai, ou alors on peut se réfugier derrière une figure intellectuelle et scientifique reconnue dans le cadre de l'argument d'autorité, sur lequel on reviendra plus tard. Mais là encore, la position de Schopenhauer échappe à la caricature et demeure plus subtile que ça. Il prend un exemple intéressant, abstrait certes, mais on peut facilement l'illustrer, en disant qu'il est possible d'avoir raison tout en ayant tort et inversement. Hein, c'est quand même un paradoxe intéressant. En effet, il est possible de faire erreur sur les moyens mis en œuvre pour défendre son point de vue, en avançant une mauvaise preuve ou un mauvais argument, et d'échouer dans la controverse, alors que notre adversaire qui défend une chose fausse la défend de manière plus habile que nous. Vous voyez, y a la vérité d'apparence et puis il y a la vérité du fond. Il y a la forme du discours qui peut paraître être défaillante, mais n'empêche que le fond peut être vrai. Et ça, c'est un paradoxe. On peut avoir tort en ayant raison et inversement. On peut défendre une position qui rétrospectivement s'avère être vraie, mais avec de mauvais arguments ou une absence de preuves convaincantes, alors que notre adversaire peut défendre quelque chose de complètement faux et aberrant, mais il va tellement bien le défendre en se montrant convaincant qu'auprès des spectateurs observant le débat, ça sera lui le vainqueur. C'est un paradoxe intéressant ça, il n'est jamais mis en avant lorsque l'on se penche sur ce texte de Schopenhauer. On peut avoir tort tout en ayant raison et inversement. Il est donc faux de dire que Schopenhauer ne se soucie pas du vrai et qu'il fait preuve d'un cynisme digne des sophistes dans ce livre. Bien au contraire. La question « Comment avoir raison à coup sûr ?» pourrait donc être retraduite par « Comment s'assurer que ce que l'on pressent comme étant vrai ne soit pas tourné en ridicule par un individu cynique, ignorant
et malhonnête. Mais évidemment, on n'est pas encore au niveau d'un philosophe qui peut prouver avec des arguments universels et totalement rationnels le bien fondé de ce à quoi il adhère. Ici, la rhétorique peut apparaître comme une aide venant servir d'appui à une semi-vérité, à une idée dont on pressent la vérité, l'équivalent de ce que Platon nommerait l'opinion droite finalement, mais dont les preuves ou la démonstration purement rationnelle nous manquent pour l'affirmer avec une pleine certitude. Il est donc possible de se soucier du vrai lorsque l'on défend son point de vue, pour peu que l'on ait de réelles convictions, et que la rhétorique soit utilisée comme une aide argumentative, et non comme un moyen de dissimuler ce que l'on sait être vrai. C'est ça qui fait la différence avec le sophiste, encore une fois. Potentiellement, ou avec un démagogue, ou avec un simple manipulateur. Il existe donc un usage de la rhétorique qui demeure un usage de bonne foi, et qui se soucie de défendre ce que l'on estime être vrai, sans qu'il s'agisse d'une chose nécessairement fausse, ou que l'on reconnaisse comme telle. C'est ça, l'innovation décisive de Schopenhauer, qui est bien souvent ignorée ou sous-estimée. Aristote, et Schopenhauer l'évoque à plusieurs reprises dans la présentation de l'ouvrage, par exemple, dans son ouvrage Rhétorique, s'attachait essentiellement à montrer la dimension logique et convaincante d'un discours s'adressant à un public dans différents domaines possibles. Il s'intéressait à ce qui pouvait rendre un discours vraisemblable et à l'adaptation dont un orateur devait faire preuve face à un auditoire. Mais là où Schopenhauer innove par rapport à Platon ou à Aristote, c'est qu'il montre, à l'inverse de Platon, que la rhétorique n'est pas entièrement détachée du souci du vrai, puisque l'on peut défendre une idée se révélant être vraie par la suite et faire preuve d'honnêteté sur le fond, même si la forme admet une part de manipulation. Et en même temps, il montre que la rhétorique n'est pas une simple connaissance des règles logiques faisant d'un discours un discours vraisemblable, mais qu'elle possède une dimension héristique soumise à des règles lorsqu'on est confronté directement à un adversaire. Autrement dit, ce n'est pas parce que la rhétorique peut prendre la forme d'un combat de boxe entre deux opposants et que cela paraît moins sage et maîtrisé en apparence qu'un discours adressé à une assemblée que c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi, n'importe comment. C'est d'ailleurs ça le point novateur que Schopenhauer prétend apporter avec ce livre. Aristote s'est principalement intéressé aux rudiments logiques d'une argumentation rhétorique qui s'adresse à un grand nombre, ainsi que sur la manière de jouer sur les affects du public selon les situations, mais il n'a pas identifié d'éventuelles règles pouvant permettre de l'emporter dans un débat entre deux personnes qui s'avèrent être offensifs dans le ton et qui prend la forme d'une dialectique héristique ou d'une joute intellectuelle. Enfin, dernier point important avant d'en venir au stratagème rhétorique que présente Schopenhauer en vue d'avoir raison, Schopenhauer précise bien deux choses importantes, et je me joins à lui pour vous le dire, car un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, et il ne faudrait pas que le but réel de cet ouvrage soit mal compris. La première, c'est que la rhétorique, en tant que dialectique héristique, possède une dimension théorique ou scientifique. Il s'agit pour Schopenhauer d'identifier par observation quels tours de passe-passe sont le plus souvent utilisés en débat et lesquels fonctionnent le mieux. Mais, de façon corrélative, il s'agit du même coup de nous donner des outils pour identifier les sophismes et les fourberies malhonnêtes utilisées par nos opposants, ou que l'on peut entendre lorsque l'on assiste à un débat. De ce point de vue, l'art d'avoir toujours raison est moins un art d'avoir toujours raison qu'un art d'identification rhétorique, utilisé pour nous... un art d'identification rhétorique face aux stratagèmes qui sont utilisés pour nous tromper, ce qui est fort utile d'un point de vue pratique. Enfin, la deuxième chose importante, c'est que Schopenhauer considère, à l'issue de cette présentation, que la dialectique héristique n'a d'intérêt et de valeur véritable dans sa pratique que pour les non-philosophes, dans une perspective distincte de la recherche d'une vérité proprement universelle, mais également qu'il vaut mieux privilégier le dialogue entre amis lorsque l'on se pose des questions sur tel ou tel sujet,
ou en tout cas avec une personne que l'on sait être de bonne foi, pour éviter de se retrouver en prise avec des stratagèmes déloyaux, parmi lesquels ceux que décrit Schopenhauer dans la suite du livre. Maintenant que l'on a posé les différents apports philosophiques de l'ouvrage, on va pouvoir se pencher sur les stratagèmes que décrit Schopenhauer. Pour nous faciliter la tâche, j'ai pris soin de ne retenir que les stratagèmes les plus intéressants pour ne pas dire les plus compréhensibles, ou ceux qui, à défaut d'être élaborés et fins, se retrouvent le plus souvent dans des débats, y compris aujourd'hui. Si on procède dans l'ordre, voici le premier stratagème. Stratagème 1. Extension du principe au-delà de sa légitimité initiale. C'est un stratagème récurrent qui consiste à vouloir démontrer que l'autre a tort en étendant un principe au-delà de sa légitimité initiale pour faire dire à son adversaire ce qu'il n'a pas dit, et ainsi le discréditer. Je vais vous donner un exemple que j'ai rencontré récemment en traînant un peu sur YouTube. Imaginons que vous vouliez défendre la thèse selon laquelle le fait de manger de la viande, c'est mal, car cela repose sur un certain spécisme, une manière de voir le monde où l'homme, par sa raison, serait au-dessus des autres espèces animales. Eh bien, si vous recourez au stratagème de l'extension, il vous suffira de dire que considérer qu'il est possible de valoriser l'espèce humaine et d'avoir le souci exclusif de son espèce à défaut de se soucier de la cause animale dans son intégralité est une idée dangereuse, parce que si on étend ce principe à l'échelle de l'espèce humaine, on peut légitimer le racisme ou certaines formes d'apartheid. Ici, l'extension malhonnête consiste à sous-entendre que l'idée du spécisme, qui amène à privilégier l'homme par rapport à l'animal, est problématique, car il pourrait se retourner contre l'homme s'il se mettait à faire preuve de sélection par rapport aux êtres humains face auxquels il est prié de faire preuve d'empathie. Sauf que c'est une extension d'un principe qui n'a jamais eu d'autre prétention que de valoir pour l'homme en le distinguant des autres animaux. L'animal n'étant pas reconnu comme un homme, il est abusif d'étendre le principe à l'humanité puisque le spécisme vaut pour l'espèce humaine entière sans distinction. C'est un tour de passe-passe efficace qui peut parfois passer inaperçu, surtout lorsque la personne qui l'utilise jouit déjà d'une certaine autorité intellectuelle, et on verra plus tard quel stratagème utiliser pour le contrer, même si je viens d'y avoir recours indirectement par mon explication. Ensuite, nous avons le stratagème 8, l'attaque ad personam sur la personne, consistant à mettre en colère l'adversaire en se montrant désobligeant à son égard car il sera moins concentré et fera des erreurs. Il s'agit de renoncer à argumenter sur le fond et d'attaquer non plus l'argument, mais celui qui donne l'argument, car on ne parvient pas à en venir à bout. La finalité de ce stratagème, c'est d'énerver l'interlocuteur, car s'il est énervé, il perdra son calme et il risque de se montrer de moins en moins pertinent par la suite. Ce n'est pas un stratagème glorieux ou qui demande une grande forme d'imagination, évidemment, mais si Schopenhauer prend la peine de le noter, c'est parce qu'il constate empiriquement que c'est souvent utilisé et que ça marche. Pour ceux qui ont des doutes, un simple coup d'œil à la majorité des débats entre deux politiciens de nos jours est suffisant. Toutefois, on n'est pas encore à l'insulte pure et simple, il faut se contenter d'énerver l'autre en se montrant irrespectueux ou désobligeant à son égard, ce stratagème faisant partie des stratagèmes de dernier recours. Il est évident que quelqu'un qui y a sans cesse recours dans un débat risque de passer assez vite pour un bouffon. C'est pour cela que Schopenhauer décrit ce stratagème comme un de ceux demandant le moins d'intelligence, et un stratagème auquel la bassesse et la médiocrité humaine donnent souvent lieu. Par exemple, si vous sentez que l'autre est sur le point d'avoir le dessus sur vous parce qu'il a de meilleures connaissances en sciences ou en histoire, vous pouvez répliquer « Ah, ça ne m'étonne pas que tu connaisses autant de choses, étant donné que tu ne sors jamais de chez toi et que ta vie affective et sentimentale équivaut au néant. » Hop, suivant. En revanche, en ce qui concerne le stratagème 12, le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est un stratagème intéressant et très bien... on va dire qu'il est très bien, il est assez fin, qui ne doit pas être facile à utiliser. Il s'agit de traquer un sens caché, inconscient, derrière l'usage des mots afin de révéler une sorte de point de vue initialement biaisé chez l'adversaire.
L'exemple que donne Schopenhauer est celui du mot « curton », utilisé dans un débat qui porterait sur l'autorité religieuse. Dans ce cas, on peut utiliser le mot par notre adversaire pour lui faire comprendre qu'il a un point de vue partial sur la question, puisqu'il utilise un terme familier pour désigner un prêtre ou un homme d'église. Ce qui est intéressant dans ce stratagème, c'est qu'il s'agit de jouer sur la part d'inconscient qui préside au choix des mots de notre adversaire pour retourner cet inconscient que l'on a su identifier contre lui. En plus, ce stratagème n'est pas déconnecté du système de Schopenhauer, puisque dans Le monde comme volonté comme représentation, Schopenhauer explique que les mots et les idées qui nous viennent en tête reposent sur les désirs inconscients et pulsionnels de notre volonté, qui fait apparaître ceci de manière instantanée à la conscience, sans même que l'on y ait réfléchi, ou que l'on ait pris le temps de se demander pourquoi. Donc on va s'appuyer sur la part d'irréfléchi d'inconscient dans les mots que l'autre utilise pour remonter jusqu'à son intention initiale et montrer qu'il n'a pas un point de vue valable. Vous voyez, moi personnellement je trouve que c'est fort. Ensuite, par opposition au stratagème 8, on a le stratagème 16 qui porte non pas sur la personne mais sur l'argument, l'attaque ad hominem, attaque sur l'argument consistant à chercher la contradiction interne à l'argument, quitte à montrer que l'adversaire ne pourrait s'y tenir lui-même. Les exemples que donne Schopenhauer sont incisifs. Si la personne fait l'éloge du suicide, on lui demandera pourquoi elle ne se pend pas dans ce cas. Si la personne se plaint de la ville dans laquelle elle séjourne, on lui demandera pourquoi elle ne se dépêche pas de partir, etc. Le stratagème 17 est un très bon stratagème qui fait partie des plus malins. Il s'agit d'effectuer une distinction pour échapper à la contradiction de l'adversaire en précisant ainsi son propos. Ce stratagème peut constituer une bonne parade lorsque l'autre veut nous embrouiller ou nous faire croire que l'on raconte n'importe quoi. Par exemple, si l'autre nous dit qu'en défendant l'avortement nous sommes un monstre qui prône le meurtre, il suffira de lui rappeler que l'on établit une distinction entre les êtres humains ayant déjà une conscience pleinement développée et pour lesquels la catégorie de meurtre est possible, et les êtres à peine formés dont l'existence ne correspond à rien, si ce n'est une virtualité qui peut encore à tout moment être stoppée. Concernant le stratagème 18, il s'agit d'effectuer une diversion au sein même de la conversation pour éviter la contradiction. Si on reprend l'exemple du droit à l'avortement, celui qui défend la thèse contre ce droit pourrait tenter une diversion en nous disant qu'en défendant le droit à se débarrasser de la vie qui est en nous, si on est une femme et qu'on est enceinte, on légitime ainsi le droit de chaque personne à disposer de la vie d'autrui, et que de cette manière on est un dangereux anarchiste qui remet en question l'ordre établi par les lois. Ici, la diversion consiste par une série d'affirmations à en arriver à un sujet de philosophie politique, alors que ce n'était pas le terrain initial du débat. Ce stratagème peut fonctionner particulièrement lorsque l'on veut attaquer l'autre sur un sujet sur lequel on sera plus à l'aise. Pour ce qui est du stratagème 23, il s'agit de la démarche pour se défendre face au stratagème 1 qui repose sur l'extension. Il va consister à insister sur les limites de notre thèse pour éviter que l'adversaire ne l'élargisse de façon exagérée. Donc si je reprends mon exemple du spécisme tout à l'heure, il suffit de répondre aux véganes qui considèrent que l'on est un nazi en puissance, que l'argument du privilège de l'espèce humaine s'applique précisément à la notion d'espèce et non à celle de race ou d'ethnie, et que c'est lui qui juge bon de l'étendre à des catégories que nous n'avons même pas mentionnées dans la conversation. Vous voyez, c'est simple, c'est efficace, ça permet de recentrer le débat pour éviter ce genre de tactique un peu fourbe. Ensuite, un stratagème que je trouve particulièrement habile, c'est le 26, et là il faudrait être d'une mauvaise foi crasse pour le nier, utiliser l'argument de l'adversaire dans un sens opposé à ce qu'il voulait démontrer initialement, montrer qu'il est possible de démontrer l'inverse à partir de son argument. Donc on retourne l'argument contre lui, vous voyez, ça c'est un coup vraiment très malin et ça fait partie des meilleurs stratagèmes, je trouve. L'exemple que donne Schopenhauer est le suivant. Si la personne dit qu'il ne faut pas se montrer trop dur envers cet enfant car il est encore jeune, on peut utiliser cet argument de la jeunesse contre lui en répliquant que c'est précisément parce qu'il est jeune qu'il faut se montrer particulièrement ferme avec lui
afin d'éviter qu'il ne s'encroute dans de mauvaises habitudes. Une fois que l'enfant est devenu ado, c'est déjà presque trop tard généralement, il faut le savoir. Donc, vous voyez, c'est un stratagème malin qui demande d'avoir une certaine répartie en utilisant l'argument de l'adversaire contre lui-même. En réponse au stratagème 18, qui consiste à faire diversion, on a le stratagème 27, qui consiste à insister sur le point faible de l'adversaire lorsqu'il a tendance à vouloir faire diversion. Il va s'agir de le renvoyer dans les cordes, comme si on était dans un match de catch, lorsqu'il a tendance à vouloir fuir, mais cela demande une grande attention parce qu'il faut quand même avoir pris la peine d'identifier à quel moment dans le débat on a touché un point sensible, et à quel moment il a commencé à faire diversion pour pouvoir l'attaquer sur ce point-là précisément. Un très bon stratagème mais difficile à mettre en place dans le feu de l'action de mon point de vue. Ensuite, on a le stratagème 29, qui est celui qui consiste à faire diversion. En amenant la conversation ailleurs, lorsque l'on sent que l'on va perdre, il est similaire au stratagème 18, sauf qu'ici il s'agit d'une utilisation en réponse à une mise en difficulté de la part de notre adversaire, et qu'il est une parade de dernier recours. Par contre, pour ce qui est du stratagème 30, là on est sur du classique, et Dieu sait à quel point beaucoup de sophistes aiment l'utiliser, celui-ci, et il s'agit de l'argument d'autorité consistant à se réfugier derrière des figures dont la légitimité demeure admise dans un domaine pour démontrer ce que l'on veut. C'est vraiment un stratagème misérable, mais qui malheureusement est susceptible de fonctionner, en particulier si on est observé par un public qui manque un peu de culture ou d'esprit critique. Par exemple, sur un sujet éthique qui consisterait à savoir s'il est juste de discriminer certains individus pour le bien commun, il suffira d'évoquer la science ou une sacro-sainte autorité scientifique, qui sera certainement contestée plus tard par ailleurs, pour affirmer que l'on a raison d'un point de vue scientifique de dire qu'une partie de la population devrait être isolée dans un but préventif, car elle a été identifiée comme dangereuse. On pourra agrémenter le tout d'une citation d'Einstein, qui n'est pas de lui dans 80% des cas par ailleurs, mais que l'on utilise bêtement comme gage de validation intellectuelle, ce qui est assez désespérant, vous en conviendrez. Ensuite, on a le stratagème 32, qui est un classique également, empoisonner le puits, classer l'opinion adverse dans une catégorie non enviable, en prétendant ainsi la réfuter en totalité. Donc ici, l'exemple classique, c'est ce que l'on nomme généralement le point Godwin, cette idée que tu utilises à l'instant m'évoque le mode de pensée d'un certain moustachu allemand du XXe siècle, elle n'est donc pas recevable. Dans un style un peu moins caricatural et tout à fait actuel, il suffira de dire que telle idée est similaire à une idée d'extrême droite, ou parfois d'extrême gauche, pour changer un peu. En ce moment, ils aiment bien rapprocher les deux alors que ça n'a rien à voir, sachant qu'un tel parti n'existe pratiquement plus en France, par ailleurs, pour l'extrême gauche, afin de renoncer à attaquer l'idée, puisque ceux qui ont la réputation de méchants peuvent avoir la même idée, le mieux étant de déformer l'idée de l'adversaire au préalable, notamment via le stratagème 1 de l'extension, pour pouvoir ensuite empoisonner le puits, les stratagèmes pouvant être bien entendu combinés pour plus d'efficacité. Il y a également le stratagème 33 qui consiste à faire comme si la thèse adverse n'était valable qu'en théorie et non en pratique. Ce stratagème est plutôt efficace, surtout lorsque l'on veut discréditer une idée philosophique qui emprunte à une tradition idéaliste. Ah, la morale kantienne, c'est bien beau sur le papier, mais en pratique, ça ne fonctionne pas, Ah, le contrat social de Rousseau, c'est vraiment une belle utopie qui ne peut pas correspondre à la réalité. Oui, et d'ailleurs, ces philosophes y avaient pensé, figurez-vous, et ils expliquent le sens réel de leur démarche. Philoman y a consacré de très bonnes vidéos que je ne saurais que vous conseiller par ailleurs. Enfin, pour finir, l'ultime stratagème, insulter l'adversaire pour lui faire perdre ses moyens lorsque l'on sent que l'autre a le dessus et que l'on va perdre. C'est dans la continuité du stratagème 8, mais cette fois-ci il s'agit d'y aller franco, quitte à recourir à l'insulte et à l'invective. Il y a un malentendu potentiel qu'il faut dissiper. Quand Schopenhauer emploie le terme ultime, il ne veut pas dire que c'est le meilleur stratagème, bien au contraire, c'est pas le nec plus ultra de la rhétorique. Il veut dire que c'est le stratagème de dernier recours, celui auquel on peut toujours tenter d'avoir recours quand on sait qu'on va perdre la partie et que notre chaos est imminent.
Schopenhauer précise également que l'insulte dans un débat est dangereuse car elle peut aller jusqu'à la poursuite judiciaire si l'insulte est vraiment grave, ou jusqu'à la bagarre, surtout si l'adversaire ne garde pas son calme et réplique de la même manière, jusqu'à ce que cela prenne la forme d'une escalade. Donc Schopenhauer ajoute un point intéressant concernant le choix des stratagèmes, et dit que le choix des stratagèmes ne dépend pas uniquement de la situation. On a vu par exemple que certains stratagèmes pouvaient être considérés comme des prolongements de certains stratagèmes, et d'autres comme des contres face à l'utilisation de certains stratagèmes. Cela dépend également du caractère de l'individu qui s'exprime. En effet, le stratagème de l'attaque ad personam ou de l'insulte par exemple, sera plus souvent utilisé instinctivement par quelqu'un qui possède un tempérament colérique ou un caractère grossier, tandis que le stratagème qui consiste à retourner l'argument de l'adversaire contre lui-même ou à traquer des intentions cachées derrière le choix des mots sera plus utilisé par les personnes ayant un peu plus naturellement de la finesse ou de l'esprit. Schopenhauer nous dit ainsi qu'il y a une part d'inné dans la rhétorique dans la mesure où chacun a plus ou moins de répartie et aura recours instinctivement davantage à certains stratagèmes qu'à d'autres, mais l'enseignement théorique des stratagèmes qui font office de règles en matière de dialectique heuristique permet d'agir de façon contraire à sa nature première si la situation l'exige pour ne pas se faire avoir, bien que cela soit l'usage des stratagèmes correspondant le mieux à notre caractère qui va nous donner le plus de conviction et qui s'avéreront peut-être les plus convaincants quand nous les utiliserons. Le tout étant de s'entraîner régulièrement au débat et à l'éloquence pour parvenir à un bon équilibre entre ce qui demeure naturel et ce qui est lié à un apprentissage. Voilà, j'ai terminé cette vidéo qui marque mon retour après une longue absence. Évidemment, le contenu était un peu plus léger que dans d'autres enregistrements, mais j'ai fait en sorte que cela soit suffisamment consistant au niveau philosophique et suffisamment instructif, sachant qu'en vous livrant mon analyse, je vous donne des clés pour identifier les petits malins qui chercheront à avoir raison au détriment de la vérité. Pour ma part, je rejoins le constat final de Schopenhauer et considère que la dialectique heuristique repose principalement sur une vérité d'apparence qu'une vérité de fond, et je ne préconiserai son usage que comme un moyen de se défendre face aux fourberies des personnes malhonnêtes. La joute intellectuelle comme moyen de combat verbal étant finalement le résultat d'un constat amer et désenchanté face à l'absence de lucidité et d'honnêteté à l'égard des opinions que les autres peuvent avoir dans la recherche de la vérité. On se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo qui portera sur une autre grande théorie que je n'ai pas eu le temps d'aborder sur cette chaîne. Je ne sais pas encore quand car je suis très occupé. En attendant, prenez bien soin de vous et à une prochaine fois.